Bienvenue dans le 56 cast de cette semaine qui est le numéro 73. Donc le 73 cast, ce ne sera pas un 56 cast savoyard, même si j'ai mangé de la fondue savoyarde ce week-end, je raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, on va parler de la fin d'Adopi, j'ai toujours rêvé de le faire. On va parler de cinéma numérique avec Emmanuel Didier de la DRC. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et on va parler d'Alain Finkielkraut parce que je sais que vous en rêvez depuis toujours. Il s'est passé un truc de dingue. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur une proposition de loi qui n'intéresse personne. Bon, ça, c'est pas un truc de dingue, ça arrive tout le temps. Là, ça intéressait ni les médias, ni même les députés. Il y avait franchement personne dans l'hémicycle, et c'est sans doute à cause du nom de cette proposition de loi. Hein. Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. T'es député, t'y vas, toi? Non, moi non. Franchement, j'ai mieux à faire. On va mieux debout à la place. Bah, c'est ça. Tu crois que c'est ça qu'ils font les députés quand ils sont pas là? Pour rappel, les autorités administratives indépendantes, c'est par exemple, mais ce sont des organismes très importants, ce sont l'autorité des marchés financiers, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, vous savez, c'est la nouvelle commission qui doit contrôler tous les nouveaux dispositifs de la loi renseignement, ou la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, sont des gens qui contrôlent la bonne marche de la société. Et donc, il y a une autre autorité administrative que l'on connaît et cette proposition de loi proposait de s'en occuper un petit peu via un amendement qui a été voté, parce qu'il n'y avait personne. Ça ressemblait à ça. C'est moi qui lance la vidéo. Je mets aux voix l'amendement numéro 8 de Madame Attard, qui a reçu un avis favorable du rapporteur et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ah. Excusez-moi. J'ai eu une erreur d'attention. Je veux demander aux personnes de relever leur... Elle a compté et puis elle s'est dit... Il y a un problème quand même. Je vais recompter parce qu'il vient de se passer un truc. Non mais si, c'est bien ça. Hein. Donc vous n'avez pas relevé votre bras, madame? Bon. Non, donc je redemande aux personnes qui sont pour de lever leurs bras. C'est une troisième fois parce que c'est quand même bizarre ce qui vient de se passer. 3, 4. 4 pour. Contre. Ouais. 1, 2, 3. Contre. L'amendement numéro 8 est adopté. Voilà, l'amendement numéro 8 est adopté à 4 voix contre 3 et cet amendement proposait la fin d'Adopi. Alors, pas tout de suite, hein, c'est à compter de la fin du mandat du dernier nommé de ses membres à Adopi, ça nous amène donc au 4 février 2022, il n'empêche que c'est acté. Après, il reste le Sénat, mais il y a des chances que ça passe, puisque c'est passé là, pourquoi ça passerait pas? Ils ne sont pas plus nombreux au Sénat sur la question. Voilà, et donc l'amendement, le texte de l'amendement, son petit exposé qui explique en gros, qui résume son truc, dit « Il est nécessaire de remettre en question la Adopi, comme le promettait le président de la République durant la campagne présidentielle. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2012, M. François Hollande disait qu'il fallait abolir Adopi, il l'avait même promis. Hein. Mais bon, c'est pas la dernière, c'est pas la première ni la dernière des promesses que... Hein, voilà. Et l'échec de la Adopi dans ses missions, comme le soulignait la commission d'enquête du Sénat, je crois qu'on avait parlé de ce rapport du Sénat qui dézinguait Adopi dans un 56 cast, malgré son budget très supérieur à de nombreuses autres autorités indépendantes, hein, pense à Adopi, doit interroger le législateur. Donc en gros, à quoi ça sert qu'on continue? Adopi, ça ne marche pas. L'auteur de l'amendement est la première surprise de ce vote, c'est Isabelle Attard, donc on en a déjà beaucoup parlé, c'est une grande militante des sujets Internet, apparentée écologiste du Calvados. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit adopté, elle a fait une petite interview à Télérama assez marrante, où elle dit, donc je cite, « Je pensais que c'était mort, je n'ai pas fait le coup du rideau, je n'ai pas rameuté les écolos ou tenu la parole pendant 10 minutes, mais au moment du vote, nous étions simplement 8 députés en capacité de voter dans l'hémicycle, et Patrick Bloch, un député PS qui s'occupe aussi beaucoup de ces questions, est délibérément sorti de l'hémicycle pour ne pas aller contre l'avis du gouvernement qui était défavorable à cet amendement. Et donc ils se sont retrouvés à 7, et ben c'est passé. Le coup du rideau, pour rappel, c'est ce qui s'était passé en 2009 quand quand le gouvernement de droite à l'époque voulait voter Adopi, et que là, au moment du vote, une quinzaine de députés socialistes étaient sortis de derrière un rideau pour faire, on les avait appelés les ninjas socialistes à l'époque. C'était à l'époque où les députés socialistes étaient de gauche, donc. Oh, ça balance. Et donc là, c'était un coup de chance, enfin il se passe des trucs. Avec cette Adopi, franchement, on s'en lassera pas jusqu'à la fin, on a encore jusqu'à 2022 pour se marrer. Et maintenant, nous allons passer une petite virgule, what the fuck. Il a l'air d'avoir du feu.
Ouais, on dirait des coulées de lave au bord de la plage avec le bruit des vagues. Une cigarette qui se consume lentement. Un peu de cigarette, ouais. Mais non, ce sont des bâtons d'encens. Ce sont des bâtons d'encens en très très gros plan. La vidéo s'appelle Micro ASMR Incense par Stéréochroma. Et ASMR, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait fait un potager du web. Ce sont ces vidéos avec un son extrêmement détaillé qu'on est censé écouter au casque et qui font des petits picotements et des petits guillis partout dans le corps et sur le crâne aux gens qui y sont sensibles. Chez moi, ça ne marche pas du tout. Mais là, donc, il y a un très très bon son si vous avez envie d'écouter les micro-trucs qui se consument dans de À ce propos, il l'encens. existe même des associations de gens qui sont très sensibles au cuir chevelu, des petits guillis sur les cuirs. Ils se réunissent en association? Il y a des réunions secrètes Autour le d'un soir. feu Oui, oui, oui. Non mais je veux voir sérieux, ça fera un trop bon reportage. Du coup, on passe au quartier libre. Alors, dans le quartier libre cette semaine, nous avons donc Emmanuel Didier de l'ADRC. L'ADRC, c'est l'Agence pour le développement régional du cinéma. C'est une agence donc, qui dépend du CNC et dont le rôle, en gros... Le rôle de la DRC, en gros, c'est d'aider les salles de cinéma en région à avoir accès aux films dont elles n'ont pas les copies via le marché et les distributeurs naturels. C'est-à-dire qu'un film, ça sort à un certain nombre de copies. Voilà. Les prioritaires, en général, c'est les plus grosses salles, les multiplex et compagnie. Exactement. Bon, en France, on a à peu près 2000 établissements de cinéma. On voit bien qu'un gros film qui sort à 400 copies, il ne peut pas irriguer tout le territoire. Et donc nous, on vient en complément de l'action du distributeur, donc ceux qui mettent en place les plans de sortie des films auprès des salles de cinéma, pour faire en sorte que les salles des petites et des moyennes villes qui ne peuvent pas avoir ces films-là, mais dont elles ont besoin d'un point de vue économique et culturel pour proposer les films Parce que le à leur peuple veut public. voir les films. Et oui, et puis il y a quand même l'idée d'égalité territoriale, même si on habite dans une petite ville ou un village, on a le droit de voir les films comme à Paris ou à Lyon. Donc voilà, nous on essaye de faire ça et on tourne bien puisqu'on travaille avec plus de 2000 villes par an. Hein. En comptant les circuits itinérants, les salles avec les établissements fixes, ceux qui sont là, qui bougent pas. L'année dernière, c'était 1400 villes. Donc c'est quand même important. C'est un gros boulot, ouais. Et ça permet que les gens qui habitent dans les villages ou les villes puissent voir les films, ce qui est quand même bien. C'est un noble métier. Voilà. Et donc je t'ai fait venir aujourd'hui parce que au sein de la DRC, donc ton rôle officiel, c'est coordinateur de la diffusion numérique des films. Et je me suis dit qu'on pourrait parler de cinéma numérique. Parce que nous, quand on est dans une salle, on se rend bien compte de la différence avec le cinéma d'avant. Il n'y a plus de grain dans l'image, c'est très net, très bien défini. Enfin, on est comme devant sa télé, quoi. Mais on ne sait pas comment ça se passe derrière. Et je trouve ça très intéressant de savoir ce que ça change en fait pour les gens qui travaillent là-dedans, pour les exploitants de salles, les distributeurs. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Déjà, il n'y a plus de pellicule. Hein, on va commencer par les choses évidentes. Aujourd'hui, 99% des salles de cinéma en France ont abandonné la pellicule et le 35 mm et sont en projection numérique. Il reste 1%. Il reste 1%. Je ne sais même pas, tu vois. Oh, bah c'est les toutes petites villes, voilà, les mono-écrans dans certains villages qui ont laissé passer le train et qui ne sont pas équipés, ou les circuits itinérants, voilà, qui circulent de village en village avec le petit camion. C'est possible de transporter un projecteur numérique? Oui, parce qu'il y a des projecteurs. Alors, un projecteur dans une vraie cabine de cinéma, c'est vrai que c'est imposant, c'est lourd, c'est une grosse machinerie, il faut l'extraction de l'air. Donc c'est vrai que pour l'itinérant, c'est compliqué, mais les constructeurs ont mis en place du matériel un peu plus léger qui peut se transporter. Bon, il faut être à 2 ou 3 pour le transporter. Oui, ça, ce qui peut poser problème, parce que souvent, les circuits itinérants, il y avait une seule personne qui était avec son camion et puis qui se faisait aider par des personnes sur place. Là, voilà. D'accord. Bon. Donc on n'a plus de pellicule et à la place, on a des copies numériques qu'on appelle des DCP, c'est ça? Voilà. Ça veut dire... c'est une bonne question, c'est Digital Cinema Package. Voilà. Voilà. Donc ça ressemble à quoi un DCP? Alors un DCP, quand il est physique, quand il est matériel, qu'on peut le toucher, c'est un disque dur. Voilà, qui est un peu plus gros que juste un disque dur parce qu'il y a un petit matériel de protection, parce qu'il y a le transport, il faut éviter que... Ça coûte un peu plus cher qu'un disque dur normal aussi, non? Oui. Ça coûte, voilà... Quand on passe par un laboratoire qui édite le film, qui met la copie sur le disque dur, qui fait l'envoi, ça coûte entre 100 et 150 euros le DCP. Donc oui, c'est pas 30 euros le... Mais c'est des gros disques durs parce que c'est la taille d'un film sur un
Oui, c'est quoi? plusieurs centaines de gigas, donc c'est vraiment imposant. Bah, il faut que la qualité soit au rendez-vous. Je peux pas le voler sur ma clé USB, hein, ça rentrera Voilà, pas, quoi. Ouais. parce que le cinéma c'est mieux que les écrans d'ordinateur et de télévision, Oui, donc bah, il faut pouvoir proposer quelque chose de qualité. Et donc du coup, si c'est sur un disque dur, avant les pellicules, elles étaient livrées au cinéma tous les mardis, je pense, parce que c'est ça, parce que les films sortent le mercredi. Oui, donc ou ça alors va un être petit la peu veille. plus tôt, voilà, ça sort le mercredi, donc il faut que le mercredi matin, à la séance de 10h ou 13h, le film soit chargé. Donc avant, voilà. c'était dans des camions, non? Il y avait des livreurs qui apportaient les pellicules Bah, il y avait par des camion. professionnels voilà, Là, qui est-ce qu'il y a livraient encore besoin de par ça? territoire. Aujourd'hui, ça existe encore un petit peu, mais voilà, il y a encore des routeurs qui acheminent plein de disques durs, mais de plus en plus, ça se fait par la poste, des envois chronopost, d'une salle à l'autre, donc c'est beaucoup plus léger et simple. Oui. Par là, tout simplement. Et en plus, le modèle physique du DCP, du disque dur, est de plus en plus détrôné par l'envoi par Internet, fibre optique, ADSL, ou même par satellite avec une parabole posée sur le cinéma. Ah oui, donc là, on est dans la dématérialisation complète. Ah oui, oui. C'est dans les tuyaux. Donc il y a des serveurs de téléchargement des films auxquels se connectent les exploitants de salles. Voilà, et ce qui est super pratique parce que ça prend beaucoup moins de place, on met ça sur le serveur. Bon, alors, les serveurs n'ont pas une capacité illimitée, donc on peut entreposer plusieurs films, mais on peut, notamment dans le cadre des séances scolaires qui peuvent durer sur plusieurs mois, on peut garder le film sur le serveur et le réutiliser tant qu'on veut et tant qu'on peut, alors qu'avec une bobine, quand même, il faut l'entreposer, il faut la recharger, parce que une cabine n'a pas ça n'avait pas 5 projecteurs dans la même cabine pour pouvoir mettre plusieurs films. Voilà, donc là c'est quand même un peu plus simple. Matériellement, ça doit être plus simple. Oui. Mais attends, qu'est-ce que je voulais demander à propos de ça? Le téléchargement, oui. Mais si on peut télécharger depuis le serveur du distributeur qui distribue le film, je peux pirater peut-être le film? Ouais. Enfin, en fait, les distributeurs mettent pas déjà. Juste par Il y a Internet. des opérateurs qui regroupent plusieurs distributeurs et qui peuvent mettre, voilà, avec notamment des choses parapubliques, même avec, enfin, des associations qui ont mis ça en place pour que les salles, les petites salles puissent avoir accès aux plateformes, parce que souvent, à une époque, c'était réservé aux gros. Maintenant, il y a des choses. Et est-ce que c'est sécurisé? Oui. Parce que déjà, avant d'arriver sur le serveur, enfin au moment du serveur, le film est crypté ou codé, et donc le serveur décode. Et c'est un logiciel voilà qu'on peut mettre sur un ordinateur, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, qui est propre au serveur. Et ensuite, une fois qu'il est chargé sur le serveur, il faut une clé qui s'appelle une KDM, la Key Delivery Message, bon, qui est juste une suite de chiffres ou de lettres que l'exploitant. Oui, c'est une clé de déchiffrement, quoi. Ouais, que l'exploitant reçoit du distributeur par mail, tout simplement, mais voilà, et qui tape dans le serveur et qui donne accès à la copie du film. D'accord. Mais du coup, est-ce que le distributeur ne peut pas s'en servir pour... Bah, c'est tout à fait possible pour le distributeur de contrôler la vie du film. Ouais. Voilà, si à un moment le distributeur dit t'es à 3 séances par jour, il peut réellement, avec sa clé, oui, et juste avec la clé, ouvrir le fichier de 14 à 17 heures s'il le souhaite. Ah oui, tu peux contrôler aussi finement que ça. C'est-à-dire qu'avec le fichier numérique, tu... Tout à fait. Par exemple, on a l'exemple, il y a horaires. beaucoup de films, ça c'est souvent le cas pour les gros films, mais par exemple Star Wars, qui ne pouvait pas être projeté avant la date de sortie minuit 1. La clé commençait à minuit 1. On ne pouvait pas le projeter la veille, bien sûr, dans sa salle. Même pour une séance privée, l'exploitant qui voulait se faire plaisir et voir le film avant tout le monde, c'était pas possible. Tu peux plus faire des séances secrètes avec tes copains le soir. On peut le faire avec les petits films qui sont pas protégés par les clés, mais pas avec les gros films, ouais. Ouais, parce qu'avant, quand c'était physique, tu faisais ce que tu voulais, mais là... En plus, je suppose que ça doit être enregistré, je suppose, non? Enfin, tu dois avoir un moyen de retracer ce qui a été fait avec la copie. Sur les serveurs, il y a des logs qui permettent de récupérer les données de la vie du film, et même de l'heure à laquelle la lumière s'est rallumée dans la salle, où il y a eu une annonce, il y a eu des problèmes, voilà. C'est contrôlé, ça? Le distributeur du film, après, il les regarde, des archives, pour vérifier? Je suppose que chez les majors, donc les gros, les Américains, ils vérifient. Après, ils ont peut-être pas que ça à foutre non plus, parce qu'il y a du boulot. Voilà. Mais pour les gros films sensibles, ceux qui veulent pas retrouver... les Star Wars, là où il y a des embargos, des secrets... Ils veulent pas retrouver en torrent tout de suite, mais bon, ça arrivera. Mais oui, là, ils doivent contrôler ça, oui, bien sûr. D'ailleurs, à propos de piratage, est-ce que y a une histoire de watermarking, non, qui est... oui, effectivement, oui. Il y a une façon, alors je ne sais pas techniquement comment ça se passe, mais oui, sur certains gros films, il y a ça pour qu'on puisse retrouver. De les marquer, quoi. C'est-à-dire que c'est géolocalisé, en fait. Si on retrouve la copie sur Internet,
il y a possibilité de retrouver dans quelle salle ça a été projeté, où la copie a circulé. Oui. Et via ces systèmes de clés de déchiffrement, de KDM là, et de contrôle de la copie numérique, est-ce qu'on peut contrôler d'autres choses que l'horaire à laquelle il passe et l'heure à laquelle ça s'est rallumé à la fin? Enfin, c'est... Je sais pas, la VO, la VF... Ah oui, tout à fait, oui, parce que c'est vrai qu'il y a la question de la version originale, de la version française. Chose, quoi. Oui, qu'à l'époque de la pellicule, c'était plus compliqué parce qu'on pouvait pas intervertir de l'un à l'autre entre VO et VF. Ouais. Aujourd'hui, c'est un petit fichier qui permet le fichier texte, comme les SRT pour les DivX et compagnie, où là, on peut arriver en VO, VF. Bon, c'est un peu plus complexe, mais c'est simple, en fait, dans les faits. Mais il y a une clé par version. Donc c'est aussi comme ça que le distributeur peut contrôler en disant... Oui, donc si tu as le droit de le passer en VF, tu peux pas juste le passer en VO, quoi. Ouais, voilà. Parce que certains distributeurs considèrent, dans ta ville, la VO, ça va pas marcher, alors j'en veux pas, alors que l'exploitant voudrait proposer même 1 ou 2 séances de VO dans la semaine pour contenter tout le public. Et il dit, mais non, ça va pas marcher chez toi, donc tout VF, et t'as pas de clé pour la VO, et puis voilà. Voilà, ça arrive. Mais je pense à un truc. Est-ce qu'il y a un truc dans la loi qui dit qu'on a le droit de verrouiller comme ça que le distributeur a tous les droits sur le contrôle des séances auxquelles c'est projeté Alors dans la loi elle-même, je sais pas s'il y a quelque chose dans le code de l'image, mais en tout cas, je sais pas exactement ça. Oui. C'est des partenariats, des arrangements qui se font directement entre le... c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Normalement, il devrait y avoir des contrats entre le distributeur et l'exploitant. Quand le lundi matin, au téléphone, on se dit, bon, je veux tel ou tel film, ok. Bon, ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup de moyens de pression, de tension, de rapport de force entre exploitants souvent petits et distributeurs. Et à ce moment-là, il devrait y avoir, normalement, et on a des exemplaires de contrats physiques, papier, qui datent des années 70. Donc ça a existé. Aujourd'hui, c'est vraiment de gré à gré au téléphone. Donc, on se met d'accord sur telle ou telle chose, VO, VF, sauf qu'il n'y a pas réellement de trace écrite, ou alors de temps en temps un mail lapidaire. Ce qui fait qu'au final, c'est pas acté réellement dans le marbre, donc il y a des choses qui peuvent se faire à la marge. Voilà, on s'engage sur 5 séances, on va en faire 4. Ouais. Parce que ça me fait penser à un truc que disait notre chroniqueur Tristan Lito dans une dernière émission, à propos d'une phrase d'un juriste américain qui s'appelle Lawrence Lessig et qui disait « Code is law », c'est-à-dire le code informatique, des fois, c'est lui qui fait force de loi quand il n'y a pas de règle derrière, parce que tu es obligé de le suivre. Et en fait, dans les copies numériques, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le distributeur code le film de façon à ce qu'il soit passé d'une certaine façon, et du coup, il contraint l'exploitant, alors même qu'au départ, il n'y avait peut-être pas forcément cette règle qui avait été passée entre eux, quoi. Mais ça passe par le code. Ça, c'est dans la théorie. Voilà, parce que dans la pratique, ça se passe de façon plus pacifiée que ça, surtout pour les films. Ça, c'est comme pour les gros films. Oui, voilà. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est au niveau du matériel lui-même du projecteur, où à l'époque, bien sûr, de la mécanique, de l'argentique, le projectionniste pouvait intervenir directement dès qu'il y avait un petit souci, voilà, pour régler direct. Maintenant, sur le projecteur numérique, une grosse caisse, si tu l'ouvres pour essayer de voir un peu, même pour changer la lampe, qui doit changer régulièrement. Il y a toutes ces informations qui peuvent être communiquées directement au constructeur du projecteur. Il sait qu'on a ouvert la machine, c'est ça? Voilà. Et tu n'as plus la garantie comme pour les téléphones. Tu n'as plus la garantie, c'est dans le contrat. Si tu as un problème, il faut que tu appelles la hotline de Barco, Mais du coup, le métier de projectionniste a dû changer aussi, parce que non seulement je suppose que c'est plus facile de lancer un fichier que de charger une bobine. Ça reste toujours un métier, parce que c'est pas juste appuyer sur un bouton. En plus, il peut plus réparer lui-même. Voilà, c'est ça, parce qu'il y avait le côté un peu mécano d'urgence qui peut plus se faire exactement. Alors il se fait à la marge dans la cabine, mais plus sur le projecteur exactement. Donc le métier a changé. Oui, et puis on demande de plus en plus, mais ça c'est la règle du libéralisme d'aujourd'hui, on demande aux opérateurs d'être polyvalents, c'est le superbe mot. Dire que maintenant on fait de la projection, on peut être aussi en caisse, on peut être à l'accueil, voilà. Vendre le popcorn. Voilà, on est responsable de salle maintenant, on fait un peu tout. Okay. Voilà, pendant que le directeur est dans son bureau. Bon. Enfin, je plaisante, c'est pas ça. Dans l'ARSS, c'est pas ça du tout, les directeurs font des semaines de 60 heures. Et ça coûte combien un projecteur numérique ? Alors, le projecteur en lui-même, à l'époque, quand les salles se sont équipées de 2010 à 2012, vraiment le gros de l'équipement, ça coûtait entre 50 et 70 000 euros selon le projecteur, la marque, la qualité. Voilà. Et en sachant, ça c'est juste pour le projecteur. Quand tu voulais équiper ta cabine entièrement en numérique, il fallait changer beaucoup de choses dans l'organisation de ta cabine. Donc il y a le serveur en plus, il y a l'extraction de l'air du projecteur qu'il fallait aussi améliorer.
Il faut une bibliothèque là où tu entreposes tous tes films. Voilà, donc ça peut revenir même à plus de 80-90 000 euros pour les cabines vraiment perfectionnées. Donc ça coûte très très cher. Ouais. Mais alors, d'accord. Mais parce qu'en fait, les distributeurs, eux, ils ont économisé parce qu'une copie, tirer une copie numérique, c'est vachement moins cher que 100 à 150 qu'une euros, bobine. Ouais, voilà. alors que c'était plus de 1000 voire 1500 euros pour une copie en argentique. Donc avec le numérique, les distributeurs ont payé beaucoup moins. Sur les frais d'édition. Mais les exploitants, eux, ont fait des investissements énormes avec les nouveaux projecteurs. C'est pour ça qu'il a été mis en place ce qu'on appelle les contributions numériques ou les VPF en anglais, parce que ça vient des États-Unis, le processus. Quoi, VPF, Virtual Print Fee. Okay. Donc une taxe virtuelle. Où en fait, il y a une espèce de droit d'accès. Le distributeur, pour avoir accès à une salle qui s'est équipée en numérique en sortie nationale, donc la première semaine, doit verser une contribution qui est entre 400 et 700 euros selon les accords. Par film? Par film, ouais. En fait, c'est par clé ou par DCP. Mais voilà. Donc plus t'es gros, plus t'es un gros opérateur et plus t'es vers les 700 que vers les 400 euros. Voilà. Et donc voilà, c'était une façon d'équilibrer un petit peu les investissements. Et est reversée donc à la salle. À la salle, voilà, soit directement, soit via des fonds de mutualisation, parce que les toutes petites salles qui ont pas beaucoup de films en sortie nationale, donc tout de suite, qui n'ont pas tout de suite les films, qui les ont après, en semaine 2, 5, voire 10, là, elles ne peuvent pas forcément avoir accès à la contribution numérique, parce que c'est en national, ou pendant les 5 premières semaines de la vie du film. Ah oui, c'est limité dans le temps. Si, il y a un pic de programmation. Attends. C'est quoi un pic de programmation? Par exemple, en semaine 3, il y a 200 copies du film, alors qu'en sortie nationale, la première semaine, il y en avait 100. Ça veut dire qu'il y a 100 copies de plus en semaine 3, donc ça, 100 par exemple, contributions. un film qu'on a sorti en estimant que ça allait marcher à peu près ouais, comme ça. Finalement, il marche finalement, mieux, donc on le fait un petit peu plus. On fait des copies supplémentaires. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça. Le rapport avec ce que tu dis, la contribution numérique, c'était quoi déjà? C'est-à-dire le rapport? Mais puisque je me suis perdue dans la discussion. Oui, tu disais que la contribution était limitée à un certain nombre de semaines, 5 ou 4? Oui, s'il y a sur 4 semaines, oui, c'est 4 semaines. Et en 5e semaine, ça n'existe plus, il n'y a plus de contribution numérique du tout. Le distributeur n'a plus à payer. Voilà, ce qui fait que le distributeur a souvent relégué les petites salles, celles que nous, avec lesquelles nous on travaille à la DRC, en 5e semaine, parce qu'il n'y a plus ce droit de passage, d'entrée à payer. Ah, donc ils retiennent les films, c'est-à-dire qu'ils savent que le film cartonne et qu'il faudrait plus de copies, mais ils attendent que ça soit la 5e semaine pour ne plus avoir à payer la contribution. Et ça, moi j'ai des chiffres, là, parce qu'on a calculé, à la DRC, on a accès au plan de sortie des distributeurs. Donc on voit un petit peu sur tous les films sur lesquels on est intervenu, nous. En 2010, donc à l'époque où le numérique était un peu balbutiant, la semaine de pic, là où il y avait le plus de copies, elle était en semaine 2,8, donc presque en 3e semaine. Parce que tu te rends compte tout de suite, la première semaine, que ça cartonne, donc tu montes tout de suite en deuxième. Ouais. Alors qu'en 2015, là on est en 99% numérique, le pic de programmation est en semaine 4,0. Donc là on passe de 2,8 à 4,0. Donc on voit, même si le volume de copies a un tout petit peu augmenté, mais c'est pas grand-chose, on voit quand même qu'il y a eu une relégation. Et là pour le coup c'est des petites et moyennes villes qui sont passées de la semaine 2 ou 3 à la semaine 5, 6. Donc il y a un recul, ça fait... Parce que bien sûr le film, son potentiel économique, il est le plus fort au début de sa... parce qu'il y a la promotion, parce qu'il y a l'envie, et puis les gens ont envie de voir le film quand il sort. Donc ça fait que toutes ces petites salles peuvent être fragilisées d'avoir accès à des gros films porteurs à réessai, ceux qui font un petit peu d'entrée, qui sont qualitatifs, ce dont les salles ont besoin. Elles font beaucoup moins d'entrées parce que c'est plus tard. Oui, que ça arrive quand on a déjà oublié le film. Quoi. Voilà. Et puis en plus, ça doit avoir... Mais du coup, si cette contribution doit aider les salles à rembourser leur équipement numérique, si les distributeurs attendent la 5e semaine avant de leur filer la copie pour ne plus payer la contribution, comment elles font les petites salles pour... Alors les petites salles, c'est là où on arrive au fonds de mutualisation, ou en tout cas aux structures qui ont mis en place... des regroupements de salles. Bon, alors c'est le cas, il y a Cinélia ou Cinémascope qui sont en lien avec des associations de salles à réessai et de recherche et qui permettent, avec des groupes d'une dizaine ou d'une quinzaine de salles, de récupérer l'argent des contributions. Donc dans ce groupe-là, il y a 1 ou 2 salles qui ont des sorties nationales, donc qui ont des contributions. Et tout cet argent-là est équilibré sur le groupe et redonné, mutualisé, et redonné proportionnellement à tous, pour que même les salles qui n'ont jamais de contribution puissent rembourser leur équipement. Dont le CNC a souvent donné une avance remboursable pour pouvoir que la salle s'équipe tout de suite. Ah oui.
faut pas que la salle attende d'avoir l'argent de tous les distributeurs, donc qu'elle peut pas avoir puisqu'elle n'est pas équipée. C'est le CNC qui a mis en place un système qui est d'avance remboursable. Voilà. Et alors, juste une petite question, c'est quoi la résolution d'un projecteur numérique aujourd'hui? Parce qu'on nous vend des télé 4K par exemple, c'est par rapport au cinéma là. Aujourd'hui, on a des projecteurs 4K effectivement, notamment avec les salles qui ont déjà renouvelé leur équipement. Donc là, on a encore le souci de l'obsolescence des projecteurs, puisqu'à l'époque, en 2010, on était sur 2K. Ah oui. Voilà. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de 4K. Il y a même plus que ça en résolution. Il y a même des projections laser maintenant, enfin des choses. Donc depuis 2010-2011, le début du numérique, il y a déjà des salles qui sont en train d'acheter de nouveaux projecteurs, une deuxième génération. Oui, parce qu'il y a mieux, donc on s'équipe en mieux parce que c'est le marché. Alors qu'un projecteur de pellicule avant, ça durait beaucoup plus longtemps que ça. On avait, là on n'a pas le recul pour savoir exactement combien ça va durer, mais on estime que ça sera beaucoup plus court que la durée de vie d'un projecteur qui aujourd'hui peuvent encore fonctionner alors qu'ils ont été mis en place dans les années 60 ou 70. Aujourd'hui on ne sait pas, et c'est la même chose pour les disques durs, voilà, qui a une durée de vie de 15 ou 20 ans. Qui est pas du tout celui de la pellicule argentique, et ça peut poser du problème pour la pérennité des œuvres. Un disque dur, ça dure 15 ans? Oui, bah c'est l'estimation qu'on a. Il faut le redupliquer sur un autre disque dur et ainsi de suite. Ah oui, et du coup ça fait énormément de boulot, parce que on pourrait penser que c'est vachement plus facile pour les archives. Il y a un centre des archives du film, c'est où que ça se passe déjà? C'est au Bois d'Arcy, il y a voilà, plein de hangars. Oui, c'est l'histoire du cinéma français et aussi un peu étranger, mais où là il y a tous les films qui sont entreposés pour garder la mémoire de ces films et puis pour qu'ils puissent persister. Donc là, ça prend moins de place, c'est des disques durs qui sont même placés sur des serveurs en dématérialisé. Mais dans ce cas-là, il faut un renouvellement du support beaucoup plus fréquent. Voilà, donc c'est une autre logistique. C'est dingue. Et dernière toute petite question rapide, parce qu'après il faut que je passe au potager du web. Et tu voudrais pas rater Alain Finkielkraut quand même. Est-ce que ça change quelque chose pour ce qu'on met avant le film, enfin les avant-programmes, les pubs, les bandes annonces Oui. Bah ça peut faire ça peut amener un peu plus de créativité qu'avant. On se souvient un peu tous. Bah je parle du numérique, du projecteur numérique qui peut permettre. À l'époque, on a tous le souvenir de sa petite salle d'enfance qui avait un rideau devant l'écran avec la pub pour le garage d'à côté. Alors aujourd'hui, grâce au numérique, on peut faire des avant-séances un peu plus dynamiques avec des annonces d'événements, de rencontres, d'ateliers jeunes publics. Ça, c'est pas pour les multiplex, c'est pour les salles qui travaillent. Parce que la salle peut mettre son fichier elle-même, quoi. Oui, voilà. Il y a un petit logiciel super simple qui a été édité pour ça et qu'on peut faire des cartons, des animations. Voilà. Donc ça permet, et on peut faire des jeux. Pour le jeune public, pour le jeune public, sur des films destinés aux enfants, on peut, à partir du film, faire des jeux en rapport pour éveiller la curiosité, rappeler des choses du film. Donc ça, d'un point de vue pédago, c'est super bien. Cool. Voilà, ce qui était moins possible avec l'argentique. Dans les bandes annonces, c'est pareil. Et puis les bandes annonces, oui. Et puis, ce qui est rigolo dans les bandes annonces, mais ça existait déjà à l'époque de l'argentique, ça c'est au fur et à mesure développé, c'est le principe de l'achat, enfin de la vente des bandes annonces. Enfin, en tout cas, l'achat. Les salles de... Parce que ça se paye. Bah voilà. C'est les distributeurs qui payent, mais ça c'est dans le cadre des circuits, sans les nommer, on les connaît les circuits, c'est Gaumont Pâté, UGC, CGR, qui peuvent faire payer certaines bandes annonces. C'est pas forcément gratuit. Ah oui, parce qu'avant c'était gratuit. Ou dans les cinémas RSS c'est gratuit. Chez les indépendants, chez la RSS c'est gratuit, chez les circuits ça peut être payant et c'est rigolo parce qu'il y a un système super sophistiqué avec des bandes annonces gold ou silver. C'est-à-dire quand tu es en gold, tu as ta projection de bande-annonce dans le noir total. Quand tu es en silver, tu l'as dans la pénombre. Donc c'est pas le même prix. Ah punaise. Donc quand il y a la lumière qui varie selon les bandes-annonces, quand on est au cinéma, c'est selon qu'ils ont payé plus ou moins cher. Donc déjà on peut se poser la question sur la pertinence d'acheter cet espace-là. Et en plus, il y a des variations de tarifs selon le confort de vision de la bande-annonce. Le monde capitaliste est impitoyable. Oui, mais je tiens à préciser que c'est le cas, c'est pas le cas de toutes les salles et que les salles indépendantes à RSC en région jouent le jeu. Voilà. D'où leur indépendance. Merci beaucoup, c'était passionnant. Emmanuel Didier de la DRC. Et maintenant, on va parler d'Alain Finkielkraut parce que ça vous fait plaisir. C'est l'histoire d'un philosophe français, un membre de l'Académie française, donc un grand homme, quelqu'un qu'on suppose intelligent, subtil, cultivé, raffiné, érudit, tout ça, et qui est... on suppose. Et qui, quand il passe à la télé, est donc cultivé, raffiné et fin, comme ceci. Par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières.
conçu comme son propre fondement, Maurice eh bien Barrès ce et discours... tout. Non, laissez-le. Taisez-vous, Non, Maurice Barrès, Voilà, hein, il est charmant. C'est intense quand même cette séquence. Moi, au elle bureau, est quand il y a un culte. collègue qui m'énerve, je lui fais la même chose. Je devrais y penser. Et Alain Finkielkraut a rendu visite à Nuit debout, le mouvement politique de la jeunesse parisienne sur la place de la République, le samedi 16 avril. Et le commentaire qu'il a réussi à leur faire, quand il s'est trouvé un petit peu insulté et hué par les manifestants là-bas, c'est ça. Pauvre conne, pauvre conne. La grande classe. C'est tellement charmant que les internautes français se sont un petit peu amusés avec cette séquence et nous ont fait un petit mème d'actualité comme on n'en avait pas vu depuis plusieurs années et ça fait plaisir. Par exemple, on a mixé ça avec le Nyan Cat. Ah, le 24 sur la photo. À d'autres, ça a rappelé cette chanson de Will Smith, Getting Jiggy With It. La version originale, c'était ça. Et la version Finky, Getting Finky With It de Jules Darmanin, ça donne ça. Je préfère. Par ailleurs, dans les chansons qui font nananana, vous vous rappelez de Without Me d'Eminem, ça ressemblait à ça. Et bien voici Without Finky, le remix de Patsky Berouette. Et enfin, le remix ultime qui utilise un autre extrait de la sortie de Finkielkraut à Répu, quand il disait à une jeune fille « c'est des coups de latte qu'il te faut » ou « c'est des coups de latte qu'il me faut », on n'a pas trop compris. Avec d'autres images de Nuit debout qui ont beaucoup tourné où une jeune femme est un peu brutalisée par un flic. Donc le gros remix de Doc Gonzo qui s'appelle Alain Finkielkraut Fit Pose ton CRS Gna 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 remix troll. Pauvre conne. Des coups de latte, hein, qu'il me faut, des coups de latte, hein, qu'il me faut. Pauvre conne. Des coups de latte, hein, qu'il me faut, des coups de latte, hein, qu'il me faut. Pauvre conne. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Pauvre conne. On voit sur la vidéo là, de la jeune femme qu'elle était une vraie menace pour les 30 CRS qui l'entouraient. Oui. Et ben voilà, de rien, c'était gratuit. C'est quand vous voulez, si vous voulez qu'on recommence, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, les semaines d'après, Alain Finkielkraut dans le potager du web, c'est génial. Et des poils pour finir. Miaou. Tant qu'on en est au people, je vous ai trouvé un chien qui chante pour l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Elle a eu 90 ans récemment et Schmitty, qui est un Yorkshire terrier habitant à New York City, chante. Un Yorkshire. Un Yorkshire, je crois. Un Yorkshire. Vas-y. Je m'en fous des chiens, moi j'aime les chats. A chanté pour son anniversaire. C'est une vidéo de... Je n'ai pas marqué de qui c'est la vidéo. C'est Schmitty le chien. And happy birthday to the queen. Here we go, Schmitty. Yappy, happy birthday to you. Yappy, happy birthday to you. Yappy birthday wishes, yappy birthday kisses, yappy birthday, Your Majesty, to you. That was good. Yappy birthday wishes, yappy birthday kisses, yappy birthday, Your Majesty, to you. Voilà. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir.